très heureux de vous retrouver, très heureux de vous tenir compagnie. Le statut de Rome, mais tous ces pantins et supplétifs congolais, les moments venus pour les crimes contre l'humanité, pour les crimes qui sont commis, les crimes de guerre qui sont commis dans le nord ou dans les sud Kivu, ils en répondront parce que le temps de la justice, à la fois au plan national et international, arrivera. Ce n'est pas la lecture du Rwanda. On a suivi le président Kagame qui l'a dit, face aux menaces existentielles, il est prêt à prendre les armes et les sanctions. Aujourd'hui, les sanctions ne disent rien. La rhétorique, moi je vous dis par exemple que, vous savez, la rhétorique du Rwanda, le Rwanda c'est l'empire du mensonge. Et lorsque je l'ai dit, je ne les dis pas parce qu'il faut les dire. Je l'ai dit parce qu'il y a des preuves. Vous avez suivi le président rwandais lui-même sur CNN lorsqu'il a été interrogé sur la présence de ces hommes en RDC. C'est les commandants en chef de l'armée rwandaise. Il a dit qu'il n'était pas au courant. Gros mensonge, alors que tous les rapports ne cessent pas de le dire. Alors, la menace, la fameuse menace existentielle, vous aviez suivi il y a quelques mois, quelques années, ici à Kinshasa, l'ambassadeur du Rwanda dire que les FDLR, les résidus des FDLR ne représentaient pas une menace. Moi, je veux vous dire, les trois prétextes pour lesquels le président rwandais veut faire la guerre en RDC, c'est de faux prétextes parce que les vraies raisons, il n'avouera jamais que c'est une guerre de pillage et de vol systématique. Il nous disait qu'il y avait un discours de haine en République démocratique du Congo, que les Tutsis étaient malmenés, qu'il y avait un génocide en cours. Mais dites-moi, Jessie, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, c'est lui qui s'occupe de relier toute la RDC. Il est de quelle communauté? N'avons-nous pas eu dans cette ville de Kinshasa un sénateur issu de cette communauté-là? On n'a pas d'officiers vaillants, on n'a pas de cadres, on n'a pas de cadres. Non, je ne voudrais pas aller dans la polémique politicienne parce qu'il y a un mensonge qu'il faut grossir pour justifier le fait que les Rwandais nous font la guerre parce qu'on espère s'y retrouver plus tard. Je n'entrerai pas dans la personnalisation, mais je suis en train de vous parler des choses qui sont vécues et vérifiables. Alors, où avez-vous vu ces discours de haine? À côté de nous ici, à la périphérie de Kinshasa, c'est aussi une forme de discours de haine, les affrontements communautaires. Jeudi à 6h pour un autre numéro de panier. Bon week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces programmes spéciaux. Nous parlons de l'agression de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise, bien sûr avec ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Il y a de cela 6 ans que le président Tshisekedi commande et aux commandes de la République démocratique du Congo, on avait déjà atteint un élan de développement avec le PDL 145 territoires, avec les infrastructures qui ont commencé à voir le jour dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Mais avec cette agression, l'agression rwandaise, beaucoup de choses se sont arrêtées. Allez, nous avons avec nous le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, des collaborations, M. Freddy Chembo Yodi. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, merci. Comment se porte? La première question, je voulais demander comment se portait la PSL. Mais non, la première question, monsieur le directeur général, vous pilotez cette agence des coordinations, des conventions et des collaborations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est à un tournant de l'histoire avec cette agression de l'armée rwandaise, cette occupation de l'armée rwandaise du territoire congolais. Vos premiers mots? Non, mon premier mot, c'est un mot d'encouragement. D'encouragement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a pas ménagé des efforts pour le développement de notre pays et qui, ayant compris pour ce qu'elle est, cette agression rwandaise, s'est vraiment lancé très résolument sur le front diplomatique depuis les premiers jours
Et aujourd'hui, nous voyons que le front diplomatique est en train de payer. Nous allons sûrement en parler dans le cours de l'émission, mais notre premier mot, c'est vraiment cet encouragement et ce coup de chapeau pour cette diplomatie agissante. Notre premier mot, c'est aussi un soutien à lui en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, mais aussi un message de soutien à nos forces armées et aux compatriotes Wazalendo qui sont en train de se battre pour la sauvegarde de l'intégrité nationale. Vous dirigez cette agence de pilotage des coordinations et des suivis, des conventions, des collaborations. C'est quoi l'impact de cette agression par rapport à votre agence? Non, mais l'impact de cette agression par rapport à notre travail est vraiment frontal. Parce que avec cette agression, nous avons des projets qui se sont nettement arrêtés et nous avons des projets qui étaient déjà en cours de livraison qui ne peuvent pas être livrés. Vous savez que nous avons la charge de la coordination du programme sino-congolais. Donc nous pilotons le programme sino-congolais et dans le cadre du programme sino-congolais, nous avons 2 projets majeurs. C'est un projet, mais en 2 phases. Le premier, c'est sur la route nationale numéro 5. La route nationale numéro 5 est celle qui va du sud, à partir de Lubumbashi, et elle remonte le long de la partie est de la République jusqu'à arriver dans l'Ituri. Mais la particularité de cette route que nous appelons route de souveraineté, c'est que dans son tronçon d'Ouvira jusqu'à Bukavu, cette route permet une circulation directe sur le territoire national sans passer par le territoire rwandais. Expliquez-nous déjà, quand vous parlez de la route des souverainetés, c'est vrai que nous sommes déjà du côté est, là où l'agression, en ce moment, là où les pays sont occupés, mais quand vous parlez de la route de la souveraineté, c'est quoi? Pourquoi cette route, on l'appelle? Oui, on l'appelle route de souveraineté justement parce que c'est une route qui permet aux Congolais de circuler sur leur pays sans passer par l'extérieur, par le Rwanda. Donc tout le commerce qui se fait entre Bukavu pour descendre jusqu'à Uvira, on doit absolument passer par le Rwanda. On devait absolument passer par le Rwanda. Tout commerçant qui voulait faire ses achats ou ses ventes, aller de Bukavu à Uvira, en passant par Kamanyola, devait absolument transiter par le Rwanda. Et donc le Rwanda pouvait se lever un bon matin, fermer, c'est arrivé plusieurs fois, fermer cette frontière et les gens sont affamés. Et donc, cette route est appelée route de souveraineté parce qu'elle restaure la souveraineté de la République. Et nous l'avons, dès que nous sommes arrivés, nous l'avons nous avons activé. Donc, on a activé ce projet. Et ce projet, dans son tronçon de Bukavu à Kamanyola, est déjà en pleine exécution. Nous sommes arrivés jusqu'au point kilométrique 40, parce que c'est un tronçon de 55 km. Et puis, il y a dans la suite, par exemple, donc maintenant, on est au point 40 et au point PK 40 et on est arrêté. On ne peut pas continuer. Mais au moins, ça nous évite déjà de traverser le Rwanda parce que la partie où on traversait par le Rwanda est déjà faite. Mais l'ennemi ne veut pas, justement, qu'il y ait cette autonomie-là. On veut qu'il y ait toujours cette dépendance. Et si je comprends bien, si on doit d'abord mentalement s'arrêter sur cette problématique, si je comprends bien, c'est parmi les raisons qui énervent le Rwanda, parce que désormais, le commerçant et autres hommes d'affaires, avec cette route, ne pourront plus passer par le Rwanda. C'est une perte énorme pour eux. Bon, c'est une perte énorme, je ne dirais pas que c'est parmi les raisons qui les énervent, mais ça les dérange. Parce qu'imaginez-vous, lorsque vous êtes habitué, c'est ça même la colonisation, c'est ça même l'esclavage, lorsque vous êtes habitué à exploiter une personne, vous voulez garder cette personne dans cet état de dépendance. Donc ils ont des raisons que seuls eux connaissent, pour lesquelles ils en veulent autant à notre pays, mais cette route énerve, et cette route a énervé. D'ailleurs, il y a quelqu'un, lorsqu'on l'avait programmé dans le temps, qui disait on ne vous laissera jamais construire cette route. Moi, j'avais pris ça de manière juste comme ça, comme si c'était une blague. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps et avec le développement des événements, je me dis, en tout cas, celui qui m'avait dit ça savait de quoi il parlait. Donc, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, pour vous dire, l'impact, c'est que ce projet-là est arrêté. Dans sa deuxième phase, qui ira justement de Kamanyola vers Uvira, il n'a même pas pu commencer parce que l'entreprise Sino-Hydro 14, qui devait travailler sur ce tronçon, a décliné pour des raisons sécuritaires. Donc il y a une volonté d'entretenir le chaos dans cette partie de notre République pour la déclarer ingouvernable, infréquentable,
justement à cause des nombreuses richesses dont elle regorge. Et cette route va donc gêner, déranger, parce qu'elle va justifier justement un trafic. C'est vraiment une colonne de circulation très cruciale, très importante pour donner accès à l'océan Indien. Et donc, c'est une route qui dérange. Donc, ce projet est arrêté dans sa première phase arrêtée, dans sa deuxième phase elle ne sait même pas commencer maintenant, mais à Goma, nous avons construit dans le cadre du programme sino-congolais. Excusez-moi, je voudrais qu'on s'arrête momentanément. On va continuer sur Goma. Donc, je comprends qu'ils viennent s'aimer le chaos, mettre l'insécurité chez nous pour prouver au monde que chez nous, il y a l'insécurité et le développement, c'est impossible, tout doit passer par eux. J'essaie de vous lire entre les lignes, en fait. Non, en tout cas, même pas besoin de nous lire entre les lignes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est monté au créneau et utilement relayé par son Excellence, Madame la Ministre d'État aux Affaires étrangères. Aujourd'hui, le monde entier a vu ce conflit pour ce qu'il est. Pendant longtemps, on a vu une nation rwandaise victimisée, mais aujourd'hui, les gens ont compris que le problème, cette guerre, c'est une guerre qui nous a imposée. Monsieur le Président de la République l'a dit. C'est une guerre qui nous a imposé à cause de nos ressources naturelles. Et donc, il y a des métaux stratégiques qui sont essentiels, incontournables pour la transition énergétique, dont regorge l'Est de notre pays. Et donc, ces gens qui n'ont rien sous leur sous-sol s'approvisionnent chez nous et se présentent, en fait, c'est des resellers, mais ils se présentent comme des intermédiaires pour vendre aux multinationales. Et donc, pour nous discréditer, il faut rendre cette partie ingouvernable en entretenant des groupes armés. On n'a pas besoin d'un dessein. C'est aussi évident que ça. Et c'est ce que Monsieur le Président de la République a pu faire voir à la face du monde. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez des condamnations qui viennent en cascade. Mais en ce qui nous concerne, nous, la PCSC, parce que là, c'est le travail du ministère des Affaires étrangères qui le fait très bien. Et c'est le travail Mais en ce qui nous concerne... Mais signalons quand même qu'au-delà des infrastructures, vous êtes également spécialiste dans la négociation en ce qui concerne les matières premières. Justement, et c'est là où j'allais en venir. En ce qui nous concerne, c'est notre mission de valoriser nos ressources naturelles et de les utiliser justement pour la construction de nos infrastructures. Donc lorsque ces ressources naturelles sont bradées, sont pillées, c'est un manque à gagner pour la République, mais nous voulons, et c'est comme ça que nous avons parlé en France lors d'un passage au mois de juillet dernier, nous avons fait voir aux multinationales, nous avons fait voir aux pays, on a fait voir aux partenaires potentiels qu'il est important. Il est important de venir dans un partenariat direct avec la République démocratique du Congo, parce que là, vous venez par la grande porte. Donc, les brouilles, les mensonges qui ont été racontés sur l'inaccessibilité de cette partie, de ses ressources, à cause de son ingouvernabilité, c'est des mensonges. Alors, monsieur le directeur général, laissez-moi vous poser une question. On va revenir sur Goma tout à l'heure. Tous, nous savons, même la communauté internationale, nous savons que les matières précieuses qu'il y a au Congo, au Rwanda, il n'y en a pas. Vous êtes chargé justement de faire la promotion, je vais le dire comme ça, de faire la promotion de nos matières précieuses pour qu'il y ait des partenaires et autres investisseurs. Mais qu'est-ce que le Rwanda dit aux investisseurs pour qu'ils aillent au Rwanda et ne pas venir au Congo? C'est quoi leur message en fait? Ce mensonge qu'ils disent, c'est quoi au fait? Il y a plusieurs mensonges. Nous, on ne sait pas, on ne participe pas aux entretiens des Rwandais avec leurs clients, mais dans plusieurs salons, lorsque nous sommes partis, on est parti en Europe, on est parti aux États-Unis, on est parti en Chine. En Chine, pas beaucoup, mais en tout cas en Occident, tant aux États-Unis qu'en Europe, on a entendu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'au Congo, vous ne pouvez rien faire. C'est la corruption. Au Congo, c'est la lourdeur administrative. Au Congo, vous n'allez rien faire, rien ne va aboutir. Il y a instabilité de ce côté-là de l'Est. Quand vous allez au Rwanda, en 2-3 jours, vous avez fait votre deal. Et nous avons justement parlé... C'est le mensonge qu'ils sont en train de dire. Ça, c'est le mensonge qu'ils sont en train de dire. Et nous, ce que nous avons fait, on a fait voir à ces salons, et ce que nous leur disons encore aujourd'hui, c'est que lorsque M. le Président de la République est arrivé au pouvoir, il a impulsé la création de cette agence. Cette agence existe justement pour passer un message à tous ceux qui veulent avoir accès à nos ressources naturelles, qu'il est important qu'ils viennent nous accompagner dans la logique du développement. Nous ne pouvons nous développer qu'avec ce dont Dieu nous a nantis. Notre sous-sol est riche et nous voulons l'utiliser justement
pour développer les infrastructures, faciliter l'interconnectivité de notre grand pays, ainsi de suite. Donc le mensonge qu'au Congo, rien ne peut se faire, bon, c'est un mensonge. Parce que les Chinois sont venus en 2008, ils ont conclu un contrat. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en train de négocier avec des Américains qui sont venus et on est en train de négocier une série de contrats. Nous sommes en train de parler avec le patronat français. Et donc, dire que le Congo avec le Congo, on ne peut rien faire, c'est faux. Parce qu'on est en train de faire déjà, on est en cours avec déjà un contrat avec des Chinois et on est en cours de négociation avec d'autres. Dire que la corruption gangrène, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas se voiler la face. Monsieur le Président de la République l'a toujours dit. Et l'IGF, l'Inspection Générale de Finances, fait un bon travail pour traquer tous ces mécanismes. Nous avons l'Agence de prévention et lutte contre la corruption. Autant d'efforts que le Président de la République a déployés pour maîtriser. Mais aussi, nous sommes là. Parce que nous sommes l'interface entre le gouvernement de la République et les partenaires privés étrangers. Enfin, étrangers et congolais, les partenaires privés. Donc, nous sommes ce qu'on peut dire en anglais un one-stop shop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus trouver le prétexte d'une lourdeur administrative ou trouver le prétexte de la corruption parce qu'ils s'adressent à nous et nous pouvons distribuer l'information dans différents secteurs. Et il y a une bonne collaboration institutionnelle entre les différents ministères et nous, et on peut rapidement faire avancer des projets. Donc c'est un mensonge. Alors, revenons maintenant à cet impact de cette guerre à l'est de la République du Congo, avec le développement, vous nous disiez tout à l'heure, vous expliquez tout à l'heure, le développement qui est freiné, la route de souveraineté, cette route pratiquement, elle ne peut plus évoluer. Le stade, vous parlez du stade à Goma, qui est bloqué. Racontez-nous, qu'est-ce qui est bloqué avec cette agression? En fait, le stade à Goma, par exemple, on l'a construit, on a fait une livraison partielle dans le cadre du programme sino-congolais. Mais alors vous parlez du stade d'Amani parce que tout le monde sait qu'à Goma, il n'y a que le stade d'Amani. Non, c'est pas ce stade-là. Il y a un deuxième stade, vers la sortie de la ville, vers ça qui est le nom du stade m'échappe. Il me reviendra dans le cours de l'émission. Mais ce stade-là a été construit dans le cadre du programme sino-congolais, vers la sortie de la ville de Goma. Le stade dont vous parlez tout à l'heure, tout le monde sait qu'à Goma, il n'y a que le stade de l'unité. C'est le seul stade qui est à Goma, il y a un autre stade? Non, ça c'est le stade qui est connu. Le stade que nous avons construit s'appelle le stade Mugunga. Il est vers la sortie de la ville. C'est dans le cadre du projet dans le cadre du programme sino-congolais. On a construit avec pelouse synthétique, il a été fini et l'inauguration était prévue. Et aujourd'hui, ce stade abrite des réfugiés. Et les réfugiés ont été forcés à être réfugiés à cause de cette guerre barbare. Ce qui veut dire que ces stades, pratiquement, avec les réfugiés qui sont dans les stades pratiquement, ne sera plus dans l'état où... Non, mais il sera enfin, pas tout le stade, mais la pelouse synthétique, ça je peux vous garantir qu'elle sera à refaire. Et nous avons aussi, il n'y a pas que Goma, il y a aussi Bukavu. À Bukavu, nous avons construit un stade de 10 000 places assises, et ce stade-là est en cours de finition et devait être livré à la fin de ce mois de mars. Le stade de Niantende. Et là, encore, des gens qui ont été forcés en dehors de leur maison occupent ce stade-là. Alors que le stade est presque fini, presque fin prêt. On devait le livrer. Et donc, voilà l'impact, mais au-delà d'un stade. Parce qu'au moment où les gens sont déplacés, les gens meurent, on va se dire, mais qu'est-ce qu'un stade vient faire? Mais c'est le développement de la jeunesse, c'est la culture, oui. Mais au-delà du stade, il y a ces routes. Et il n'y a pas que ces deux routes. Dans le cadre, en dehors du programme sino-congolais, nous, la PCSC, en collaboration étroite avec le ministère des Infrastructures, on a fait signer un contrat de concession qui prenait la route de Goma à Kisangani. Et cette route-là, aujourd'hui, ne peut pas être construite. Pas Goma seulement, donc Bukavu, Goma, Kisangani. Elle ne peut plus être construite. Pourquoi? Parce que cette guerre dérange. Or, et vous voyez quels échanges. Et quand vous allez, si vous êtes familier avec cette partie de la République, il y a une zone qu'on appelle la zone du riz. Donc, une grande production de riz qui pouvait aller vers les centres de consommation. Dès qu'on arrive à Kisangani, on a tout un fleuve, on a un boulevard fluvial pour alimenter Kinshasa. Et donc, les gens seraient maintenant... Il y a un effet d'entraînement. Les gens allaient être encouragés à l'agriculture, à cultiver ce riz, à envoyer, à dégager vers les centres de consommation. Et ça encourage le commerce. Et en fait, les gens, ils ont vu
le vrai problème, monsieur le journaliste, les gens n'aiment pas le développement de ce grand géant, le Congo. C'est justement la question que j'allais vous poser. En faisant toutes ces routes, toutes ces infrastructures, toutes ces routes, c'est de l'argent investi avec la guerre qui vient de nous imposer. C'est-à-dire que tout s'arrête, des routes qu'on avait, on les détruit, ils l'ont détruit et l'argent part en fumée. On devrait reprendre à zéro pratiquement. Mais si les routes sont détruites, on va devoir reprendre à zéro. Mais dans le cas où elles ne sont pas détruites, j'insiste sur celles qui devaient commencer. Parce que celles qui devaient commencer, c'est ça le développement que M. le Président de la République est en train d'impulser. Je ne suis pas spécialiste dans le programme, dans le PDL 145, mais là aussi, vous voyez la volonté de son Excellence. Même pas, à ce niveau, on ne parle plus de volonté. Pendant les premières années de son Excellence, M. le Président de la République, on a parlé de volonté. Mais ici, on parle de la détermination. Parce qu'il y a des œuvres sur le terrain. Comme j'ai dit, le stade est à livrer. La route est au point kilométrique 40. Donc, il ne restait que 15 km pour l'achever. Donc, il y a un élan de développement qui s'arrête pratiquement. Qui dérange. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec l'élan de solidarité que nous observons sur le plan national et l'élan de solidarité que nous observons sur le plan international, ce programme de développement cet élan de développement va se maintenir et le président de la République il passera dans l'histoire de ce pays comme étant le président qui a commencé ou qui a construit ce pays. Vous avez les nouvelles des personnes qui travaillaient sur terrain, sur le route et autres infrastructures? Vous avez les nouvelles? Nous avons des nouvelles. On a parlé ce matin déjà avec l'équipe de la CGT qui est sur place sur la route le tronçon de Bukavu à Kamanyola. Ils se portent bien. Mais les travaux sont arrêtés. Ils ne savent pas avancer. Alors, donc, je comprends aujourd'hui. On va terminer cette page sur les infrastructures pour parler de matières précieuses. Aujourd'hui, l'élan de développement qu'avait commencé avec le programme sino-congolais, les infrastructures, tout s'est arrêté, obligé d'attendre jusqu'à ce que ces agresseurs partiront pour reprendre. Absolument. Malheureusement. Et c'est ça la triste réalité. Et c'est à ça que nous faisons face. Parce qu'on a un personnel qui est là. On a des gens, ce n'est pas des choses qu'on nous raconte, c'est du vécu. Donc nous sommes obligés de nous arrêter et obligés aussi de nous soucier chaque jour pour la sécurité de ces gens, tant les nationaux que les étrangers qui étaient sur ces chantiers. Alors parlons de matières précieuses. Vous êtes également, comme je disais tantôt, faire la promotion de nos matières précieuses. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré cette guerre, malgré cette agression qu'on nous impose, le message de la RDC passe? Oui, le message de la RDC passe. Et comme je l'ai dit, en tout cas, félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pris à bras le corps ce combat diplomatique, qui aujourd'hui est en train de payer et qui est vraiment très bien relayé par la ministre d'État, ministre aux Affaires étrangères. Le message de la RDC passe. Et je voudrais vous dire que, en fait, la RDC est incontournable. Totalement incontournable pour la transition énergétique. Et maintenant qu'on a dénoncé le reseller, ceux qui prenaient chez le reseller n'ont pas de choix, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. On ne peut pas parler des voitures électriques sans parler du cobalt de la RDC. On ne peut pas parler des téléphones cellulaires. Apple ne peut pas vivre sans le coltan de l'Est. Et je ne parle pas encore du dépôt pétrolier qu'il y a dans le bassin du lac Kivu et dans plusieurs autres endroits. C'est un scandale. Et donc, on ne peut pas se passer de la RDC. Et maintenant que le reseller va être complètement neutralisé, mis hors d'état de nuire, les gens vont devoir venir en face de la RDC et faire des négociations directes. Et je suis très sûr qu'ils vont se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait beaucoup plus tôt. Mais comme vous entendez celui que vous appelez reseller, je parle pour ne pas les citer, le Rwanda et son président qui dit que pour lui, cette guerre, c'est une guerre existentielle. Il préfère, même s'il y a des sanctions, il s'en fout des sanctions. Lui, s'il faut prendre les armes pour protéger son pays, pour exister, il les fait. Quand il dit ça, vous, comme celui qui doit faire la promotion des matières précieuses du Congo, vous dites quoi quand il dit ça? En tout cas, je ne vais pas aller dans le domaine qui ne concerne pas mes attributions, mais je veux parler en tant que Congolais. En tant que Congolais, mon président a parlé, et moi je suis la ligne de mon président qui a dit que nous ne pouvons pas accepter que cette situation continue. La bouche appartient à celui qui la porte. Il peut en faire tout usage. Donc celui à qui vous faites allusion peut dire tout ce qu'il veut. Mais nous, les Congolais,
nous n'allons pas vivre intimidés par les paroles du voleur. On va vivre notre vie normalement. Le mot est quand même fort, hein, voleur. C'est une fort, analogie. Hein. Je n'impute pas le vol à quelqu'un, mais je dis, vous voyez, quand vous êtes dans votre parcelle et le voleur crie au dehors, il ne faut pas qu'il vous arrache le sommeil. Mais c'est à vous de vous occuper quand il entre chez vous, de le faire sortir. Et vous vivez calmement votre vie. Imaginez-vous que vous êtes dans votre maison et vous vivez au rythme de tout ce qui se dit en dehors de votre parcelle. Vous n'allez jamais jouir d'une vie paisible. Vous parlez tout à l'heure que le monde ne pourra pas vivre sans le coltan de la RDC, sans tout ce qu'il y a comme matière processée en République du Congo. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas nous-mêmes, nous vendons mal notre image? C'est aussi ça. Et c'est un effort que nous faisons, c'est un effort collectif qui ne revient pas qu'à l'APCSC. Nous faisons notre part, nous jouons notre partition, mais nous sommes partis à un forum économique en Chine où on a vu la conjonction de plusieurs efforts de plusieurs institutions. Nous sommes sous l'impulsion du président de la République. Il y a plusieurs qui sont mobilisés justement pour corriger cette perception et vendre une bonne image de notre pays. Et plusieurs structures de la République sont vraiment en train de faire cet effort-là. Et je crois que, vous voyez, ça commence à payer. Le monde est en train de faire une autre lecture. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a, je crois, hier ou avant-hier, il y a eu diffusion d'un épisode d'un documentaire américain de SEAL Team où on fait référence justement à ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas retenu le 40e des épisodes, mais chez SEAL Team, on a parlé justement de ce qui se passe. Donc il y a un réveil du monde par rapport à la réalité congolaise et nous sommes dans la bonne voie. Monsieur le directeur général, est-ce que cette guerre que la République démocratique du Congo est en train de vivre aujourd'hui dans sa partie Est, c'est vrai qu'eux, ils sont en train de réfléchir pour aller avec pratiquement partout, mais et cette guerre que la République démocratique dans sa partie Est, ce n'est pas pour décourager le partenaire et autres investisseurs qui voudraient venir en RDC? Mais justement, c'est ça la stratégie. Vous voyez, si vous êtes, si dans le cas du Rwanda, ils sont vendeurs de coltan. Ils n'ont pas de coltan. Alors, parce que vous n'avez pas de coltan, ils sont vendeurs d'or, ils n'ont pas d'or. Donc, vous devez absolument déstabiliser la partie où vous vous approvisionnez. Donc, la RDC est leur source d'approvisionnement, donc il faut déstabiliser la RDC. Et c'est comme ça qu'on finance des groupes armés. On doit entretenir le flou, en fait. C'est dans le flou que le chaos prospère. Et Monsieur le Président, quand il est venu, la première chose qu'il a dit, faisons un partenariat ouvert, un partenariat clair. Bon, on ne sait pas ce qui a dérangé, pourquoi ça n'a pas abouti, mais le fait est qu'on a vu une prise d'armes de l'autre côté pour réarmer encore le M23 et continuer. En fait, leur désir, leur objectif, c'est de créer un corridor d'impunité. Une zone où le gouvernement, où l'autorité de l'État ne s'exerce pas. Et comme ça, de cette manière-là, on va s'approvisionner de manière impunie plutôt, on va s'approvisionner et on va se faire passer pour producteurs des choses qu'on ne produit pas. Et donc, il faut décourager les investisseurs qui devraient venir en RDC directement. Et plusieurs ont cru jusqu'à maintenant à ce mensonge. Comme je le disais, on a entendu dans plusieurs salons. Et nous, ce que nous disons, c'est ceci. La RDC a plusieurs métaux stratégiques, a plusieurs ressources naturelles. Mais il y a plusieurs entreprises publiques de l'État, du portefeuille de l'État, qui s'occupent de ces choses-là, de ces ressources naturelles. Mais nous avons été créés pourquoi? Dans le temps, sous le défunt président Mobutu, la GECAMINE avait abondamment contribué au développement du pays. Mais force est de constater que les entreprises publiques de l'État n'ont pas pour vocation de construire les infrastructures nationales. Donc, les intérêts ou les dividendes qu'ils reçoivent, que ces entreprises reçoivent, vont dans leur portefeuille et bon, après, ce qui va vers l'État va et l'État décide ce que l'État va en faire. Mais nous venons avec un paradigme différent. L'État congolais dit, les ressources naturelles que j'ai doivent aussi contribuer à la construction des infrastructures pour accélérer le développement du pays. Donc nous venons avec les conventions de collaboration, c'est-à-dire des investissements, des partenariats de l'ordre minimal d'1 milliard pour donner accès aux gens, accès à ces ressources naturelles, aux partenaires qui, en contrepartie,
en train de les développer avec nous, vont nous garantir la construction des infrastructures. Il n'y a pas meilleur modèle. On va terminer, et je rappelle, je retiens quelque chose de très important que vous nous avez dit ici, que la République démocratique du Congo, à travers l'APCSC, était en train de construire la route que vous avez appelée la route des souverainetés, long des 50 km. Cette route permettait aux hommes d'affaires congolais de ne plus passer par le Rwanda. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Aujourd'hui, ça s'est arrêté. Et non seulement ça, mais dans sa deuxième phase, où l'entrepreneur congolais allait continuer de Bukavu jusqu'à Uvira et avoir accès au lac Tanganyika et avoir accès à l'océan Indien et participer à ce commerce, ce tronçon-là ne s'est même pas commencé. Et donc le ministère du Commerce extérieur pourra vous renseigner sur le manque à gagner que le Congo encaisse en ce moment-là. Parce que le corridor, le commerce se fait soit par l'océan Atlantique ou par l'océan Indien. Avec la colonne chinoise, c'est par là, Dar es Salaam, ainsi de suite. Et donc ces gens ne savent pas participer à ce grand marché. Et c'est ce marché que nous, avec cette route-là, on est en train d'ouvrir aux commerçants congolais. Donc on comprend aujourd'hui le problème, comme disait le président français, le président Sarkozy à l'époque, il disait que le Congo et le Rwanda devraient collaborer, se partager les richesses. Or, vous avez voulu faire une route qui priverait au Rwanda beaucoup de choses. Pourquoi n'avoir pas laissé carrément que les hommes d'affaires passent par le Rwanda et on s'est créé le problème nous-mêmes? Non, on ne s'est pas créé de problème. Nous ne pouvons pas ne pas construire notre pays. Donc, le président de la République n'a jamais dit, il ne nous a jamais instruit d'empêcher qui que ce soit à entrer à Rwanda. Aujourd'hui, par exemple, les minerais du Katanga traversent combien de pays pour arriver à Durban? Ça traverse la Zambie, ça traverse la Namibie, ça traverse le Zimbabwe. Il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a des gens qui estimaient que leur commerce devait passer par le Rwanda, libre à eux. Mais nous avons la responsabilité à nous de construire notre pays. La route nationale numéro 5 existe. C'est un tracé qui existe et qui va de Lubumbashi jusqu'en Ituri. Et pourquoi on va priver seulement cette tranche-là pour dire que pour aller du territoire national vers une autre partie du territoire national, il faut passer par un pays étranger? Ça, ce n'est pas la souveraineté. Et ça ne devrait déranger personne. On n'a pas fermé les portes, on n'a pas érigé un mur. On a tout simplement construit notre pays. Et ça ne devrait pas déranger. Monsieur le directeur général, on va terminer. Le mot de la fin pour aujourd'hui. Vous direz quoi à tous les Congolais? Le mot de la fin, je dirais aux Congolais, comme j'ai commencé, bravo à nos forces armées de la République. Ne soyons pas démoralisés. Ce qui se passe aujourd'hui avec la prise de Goma et l'occupation, même pas la prise, avec l'occupation de Goma et l'occupation de Bukavu, sont un épisode qui va passer. Et le Congo va continuer à exister. Soutenons son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant suprême, dans tous ses efforts et tenons-nous derrière lui. Nous sommes sa force, nous sommes son peuple. Et avec cette détermination, nous allons barrer. Nous sommes un pays, nous sommes conscients. Nous sommes un pays avec 9 pays limitrophes. Et si on ne se tient pas solidaire derrière le chef de l'État, aujourd'hui c'est le Rwanda, demain on parlera de quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il faut dissuader toute aventure pareille. Ce soir, on parlait de l'impact de l'invasion de la République démocratique du Congo par les forces du Rwanda. Cet impact qui a carrément arrêté l'élan de développement de la République démocratique du Congo. Pour sa partie Est, M. Freddy Yodi Shembo était notre invité. Il est directeur général de l'Agence des pilotages et des coordinations et des suivis des conventions des collaborations APCSC. M. Shembo, merci. Merci. La semaine prochaine, on parlera du PDL 145 territoires. Ça sera avec le vice-premier ministre, ministre du Plan. Aujourd'hui, la RDC, au lieu de s'occuper de son développement, est obligée de se concentrer sur la guerre que nous impose notre voisin belliqueux. Mesdames et messieurs, bonsoir et à très bientôt.